Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Récemment, le youtubeur Seb a sorti une série de vidéos qui s'intitule « Que sont-ils devenus ?» Dans celle-ci, ils nous disent que sont devenus aujourd'hui certains artistes très connus à l'époque qui ont disparu des radars. Je vous invite sincèrement à aller les voir parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Et comme plein de personnes, je me suis demandé naturellement que sont devenus certains youtubeurs français. Que ce soit les questions cons, Diablo X9 ou encore Digidix, certains ont laissé une trace dans le paysage de YouTube et aujourd'hui ils ont plus ou moins disparu de cette plateforme. J'ai donc décidé de faire quelques recherches afin d'assouvir mes pulsions de curiosité et si vous avez cliqué sur cette vidéo, elle va permettre également d'assouvir les vôtres. Enfin, j'espère. D'ailleurs, j'ai dans l'idée d'en faire une série vidéo parce que durant l'écriture, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de noms en tête. Mais ne pouvant pas les faire dans une seule vidéo, sinon ce serait malheureusement bien trop long, eh bien, autant en faire plusieurs. Donc, au cas où, si vous avez des noms de youtubeurs ou youtubeuses disparus, n'hésitez pas à me les écrire dans l'espace commentaire. Je vous en remercie. Bref, mesdames et messieurs, installez-vous. Laissez-moi vous dire ce que les youtubeurs que je vais vous présenter aujourd'hui sont devenus. Et bien entendu, avant de vous en parler, je tiens à remercier Uniconverter de Wondershare qui sponsorise cette vidéo. Uniconverter, c'est un logiciel gratuit et disponible sur PC ou sur Mac qui permet de faire plein de trucs cool. Tout d'abord, sur ce logiciel, tu as la fonction convertisseur où le principe est simple, tu mets ta vidéo et tu peux la compresser dans le format que tu veux. Ce qui est d'ailleurs très utile quand tu utilises un logiciel qui ne prend pas le format de la vidéo. Ensuite, tu as une autre fonction qui est aussi intéressante, c'est la fonction compresseur qui consiste tout simplement à prendre ta vidéo et changer la taille de celle-ci sans en baisser la qualité. Mais vous en doutez, il y a plein d'autres fonctionnalités sur ce logiciel qui vont vous prouver qu'il est indispensable. Comme la fonction télécharger, qui consiste à télécharger une vidéo à partir d'un lien sur plus de 10 000 sites, ce qui a d'ailleurs été très utile pour cette vidéo parce que vous allez voir, j'ai dû télécharger beaucoup de vidéos. Mais également sur ce logiciel, vous trouverez pas mal de fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle. Par exemple, débruiteur, qui va réduire tout simplement le bruit ambiant si tu trouves qu'il y en a trop dans ta vidéo. Tu peux également utiliser la fonction qui te permettra de changer ta vidéo horizontale en verticale, ce qui est très cool si tu as besoin de balancer tes vidéos sur une autre plateforme comme TikTok, Instagram ou encore YouTube Shorts, tout en suivant l'élément principal de la vidéo. Bien entendu, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, mais je vais laisser votre curiosité prendre le dessus en cliquant sur le lien en description, ce qui vous mènera sur le site pour télécharger le logiciel. Voilà, n'hésitez pas, merci d'avance. Bref, mesdames et messieurs, il est temps de parler du premier youtubeur. Il y a 11 ans, il était associé à plusieurs clashs avec des youtubeurs, tels que Cyprien, Natou, Seb ou encore Norman. Et en gros, Cortex, c'était le premier qui a commencé à s'en prendre aux youtubeurs et aux youtubeuses de manière gratuite. Le but était juste de les clasher pour simplement avoir une réponse. Et ça a quand même fonctionné, puisqu'on a pu avoir quelques réponses des youtubeurs ou youtubeuses visés, tels que Natou, Seb ou encore Cyprien. On se rappelle tous du clip réponse de Cyprien, qui est d'ailleurs devenu la deuxième vidéo la plus regardée de la chaîne de Cyprien. Mais peut-être que vous vous demandez, qu'est devenu Cortex 91 les pyramides. Alors, la première grosse actu vient de son passage à la Paris Games Week de 2012, où il tente un virage à 90 degrés en expliquant qu'il a fait tous ses clashs contre ses collègues youtubeurs pour rire et qu'il ne se prend absolument pas au sérieux. Tout ceci n'était qu'un personnage. Surprise. En 2013, Cortex lance une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de Cortex, où le principe tient en une phrase. Cortex, comme vous ne l'aurez jamais vu, un grand animateur. Il a dans l'idée d'interviewer des personnes connues dans le rap, le foot, des acteurs, des animateurs, des chanteurs et des chanteuses, bref. La promesse était un épisode toutes les 2 semaines, entrecoupé des cours sur le Becherel. Et oui, je vous assure, c'est vraiment ce qu'il dit dans sa vidéo. Maintenant, je prends des cours avec le Becherel. D'après ses dires, il serait associé pour cette émission avec un groupe de télé, et cette émission devait lui permettre de faire ses preuves. Alors au final, que valent les chroniques de Cortex? 15 vidéos, dont une présentation de chaîne, 2 émissions avec le rappeur et Capote, un jeu concours, une critique sur le film La vraie vie des profs. Un film qui a été réalisé par Albert Pereira Lazaro et Emmanuel Claude. J'ai envie de dire, pourquoi? Et des chroniques revenant sur des faits d'actualité. Et ce qu'on peut dire, même si perso c'est pas le type de contenu que j'aime, c'est le fait que Cortex est posé et calme dans l'ensemble des vidéos de cette chaîne, ce qui nous permet de voir un nouveau Cortex. Bon, on sent aussi le fait que la chaîne de télé a dû lui mettre la pression pour pas jouer son personnage. Sûrement un petit peu. Mais surtout, en 2013, il participe à l'émission Plouf. Non, me dites pas que vous vous rappelez pas de l'émission Plouf. Laissez-moi vous débloquer ce souvenir. Cette émission était composée de Seb, Asiatomix, Squeezie et Cortex, et le concept était simple, faire un plongeon. Et c'est tout. D'ailleurs, les retours sur cette émission que personnellement je trouvais pas fou, plutôt bien fonctionné. Et pour Cortex, c'était que positif, puisque dorénavant, il montre une image bien plus lisse et drôle qu'à la base. D'ailleurs, petite parenthèse, la chaîne qui a fait l'émission Plouf a également fait les anges du FPS. 2 bangers d'affilée. Mais sinon, aujourd'hui, qu'est devenu Cortex? Entre 2015 et aujourd'hui, il a enchaîné les vlogs, mais malheureusement, je peux rien vous montrer, puisque depuis 2022, sa chaîne YouTube a été supprimée sans raison. Ce qui fait que Cortex, aujourd'hui, a décidé de stopper sa carrière YouTube. Par contre, si vous voulez du contenu, eh bien sachez que maintenant, il est sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas, il poste régulièrement, si ça vous intéresse. Concernant sa marque Gangster de Tess, je sais pas si vous en souvenez de sa marque cultissime, là,
celle-ci. Coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Eh bien, sachez qu'elle reste référencée sur le site La Boutique Officielle, mais aucun produit n'est référencé. Je suis pas vraiment sûr qu'elle ait super bien marché. Voilà. Je pense. Et pour conclure, sachez que la boucle est enfin définitivement bouclée, car 11 ans après Clash, Cortex et Cyprien se sont enfin retrouvés IRL dans l'émission Zen. Plus aucune rancune, plus de clash, ils ont même reçu le bracelet de l'amitié, qui les lie à jamais. C'est beau. Également, apparemment, il serait devenu millionnaire, avec une explication un peu bancale. En gros, un jour, il va voir sa boîte aux lettres, et dedans, il y a un chèque de plus d'1 million d'euros. Il a pris cet argent pour investir, et maintenant, il est multimillionnaire. Un peu bizarre quand même cette histoire. Après, s'il le dit, c'est sûrement vrai. L'échec, mais après, ça fait partie des histoires aussi qu'il faut faire attention, parce que c'est un indice, parce que c'est avant, voilà, dans certains business, il y a des chèques, il y a des ci, il y a des ça, donc tu vois, il y a des choses, non, ça me traînera en justice. Tu veux pas que j'aille en prison, merde. Mais je tenais quand même à souligner quelque chose d'important. C'est le fait que Cortex, de base, c'était juste un troll qui faisait du clash de bas étage. Et aujourd'hui, il fait quand même partie, plus ou moins, des légendes du YouTube français. Soyons honnêtes, c'est quand même très fort. Bref, Cortex, tu vois cette vidéo, je te dis chapeau. Jigme a débuté l'aventure YouTube il y a 11 ans, le 8 mai 2012, avec le pseudo Les Clichés de Jigme. Et le concept de ses vidéos était simple, tout comme il est écrit dans son pseudo, il faisait des podcasts courts-métrages où il parlait de certains clichés. Il faisait également partie du collectif Whitey Fam, qui était entre autres composé de Hafner, Andy Raconte, Asiatomique, Jérémy et plein d'autres. D'ailleurs, il est fort probable que dans un futur épisode de Que sont devenus ces youtubeurs, je parle de certains dans le tas, parce qu'ils ont presque tous emprunté un chemin différent. Il possède également une chaîne secondaire, nommée chaîne secondaire de Jigme. En gros, c'est une chaîne bac à sable où il postait un peu de tout, principalement un format de vidéo d'ailleurs participatif nommé MDR, qui veut dire le mercredi des réponses, où il prend des commentaires en rapport avec le sujet de sa vidéo et réagit de façon humoristique dessus. Ça va d'ailleurs très bien fonctionner. Mais il a également, avec deux amis, Marc et Pat, créé une chaîne cuisine nommée YouCook, où le but, c'est comme son nom l'indique, de faire des recettes de cuisine en vidéo. Elle sera d'ailleurs par la suite renommée Chez Jigme, avec une dernière vidéo postée le 21 décembre 2021. Et quand on regarde bien la toute dernière activité de Jigme sur YouTube, c'est cette vidéo, en 2021. Alors, c'est pas totalement vrai, puisqu'il y a eu un changement, un seul, la description de sa chaîne principale, où il est écrit « Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo ici, car je m'épanouis bien sur mes autres projets, mais qui sait, à quand une reprise ici ?» Alors, que fait-il depuis le 21 décembre 2021? Mis à part le fait qu'il a participé à un jeu animé par Micode sur la chaîne de Peugeot Déclic le 2 juillet dernier, il s'épanouit sur les formats courts de TikTok et Instagram en tant que Farmer Boy. Avant de vous parler de cette partie de sa vie active, j'aimerais un petit peu vous parler des raisons de son départ sur YouTube. C'est dans une vidéo publiée le 9 octobre 2022 sur la chaîne YouTube de Road to Saiyan qu'il explique les raisons de son arrêt de YouTube. Et c'est assez simple, le Covid. D'ailleurs, vous le verrez, c'est pas le seul YouTuber qui a dû stopper à cause du Covid. Mais je vous parlerai d'un cas quasi similaire un petit peu après. Et oui, je suis obligé de censurer ce mot parce que j'ai bien l'impression que YouTube ne l'apprécie pas trop. Mais quand je vous le disais, il explique à Hafner dans sa vidéo « Quitter la ville pour la campagne » du 9 octobre dernier qu'il en a eu marre de son appartement sans jardin au centre-ville de Bordeaux, durant le premier confinement du Covid. Il a acheté une propriété de 3,5 hectares en Dordogne dans laquelle son quotidien est rythmé par du jardinage et de la cuisine. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il s'épanouit sur les formats courts de TikTok et Instagram en tant que Farmer Boy. Depuis le 26 juin 2022, Jigme nous partage sa vie en Dordogne, accompagné de son terrain, de fleurs et d'animaux. Et quand on regarde ses statistiques, on peut vite se rendre compte que ses vidéos où il montre ses cultures plaît beaucoup, puisqu'il a atteint les 270 000 abonnés et réalise en moyenne des TikTok à plus de 200 000 vues. Sans parler également de ses statistiques sur Instagram, parce que pour le coup, il cartonne aussi pas mal. Alors ok, c'est sympa de poster sur TikTok et Instagram, mais pourquoi avoir abandonné YouTube? Eh bien, c'est une question de temps et de production. C'est moins lourd de gérer une vidéo TikTok faite au smartphone qu'une vidéo YouTube faite avec du matos semi-pro. Il a donc décidé de passer du 16/9e au 9/16e. Aujourd'hui, il fait tout seul pour ses réseaux. Il cultive sa propre nourriture et en plus beaucoup le suivent pour ses aventures. Et de mon point de vue, je trouve que c'est le meilleur cercle vertueux que j'ai pu voir. Alors bien entendu, sur ses réseaux, beaucoup lui demandent quand est-ce qu'il revient et j'ai bien l'impression qu'il va revenir bientôt au vu de ses réponses. Et je me devais de parler de ce youtubeur parce que j'ai pour le coup trouvé sa reconversion professionnelle très inspirante. Voilà. In French, we say Jérôme Jarre, but I'm not gonna ask you to say it. Avouez que vous n'avez pas entendu ce nom depuis plusieurs années. Au commencement de l'ère des réseaux sociaux, Jérôme Jarre était la plus grande star française de Vine à l'international. Alors Vine, pour les plus jeunes, c'était comme TikTok, mais les vidéos ne duraient que 6 secondes. Il fallait être inventif et créatif pour tenter d'émerger sur cette plateforme. D'ailleurs perso, j'ai découvert ce mec avec une série de Vine qui va d'ailleurs bien fonctionner, les How to be awkward, ou en français, comment être gênant. Et en fait, ce qui fait que je l'ai beaucoup apprécié à l'époque, et c'est sûrement le cas pour beaucoup, c'est le fait qu'on voyait un jeune français expatrié aux États-Unis juste faire des blagues dans la rue sans déranger.
Le but était juste de faire sourire les gens autant en IRL que sur internet. Il l'osait sans avoir peur du ridicule et c'est d'après moi cette audace qui va lui permettre de se hisser sur le podium des Viners les plus populaires. Mais après avoir réalisé des Vines avec des inconnus, il élargit son périmètre d'action en invitant des célébrités, à l'instar de Robert De Niro, Pharrell Williams ou encore Kristen Bell. Il est également l'un des jurys du Festival du film Tribeca 2014 pour la catégorie des films de 6 secondes. D'ailleurs, fait amusant, en 2014, sa rémunération était en moyenne de 25 000 $ pour un Vine et pouvait monter jusqu'à 35 000 $ pour un Snapchat. 35 000. Sa notoriété est devenue tellement surréaliste qu'une entreprise américaine lui a même proposé un contrat d'1 million de $ à condition qu'il reste à New York pendant 1 an. Contrat d'ailleurs qui va finir par refuser. Cependant, 3 ans après la création de Vine, cette application va fermer, notamment à cause de la concurrence qui est quand même, on peut le dire, assez rude. Il y avait Snapchat, Musical.ly ou encore Instagram qui à cette époque avait sorti des nouvelles fonctionnalités pour concurrencer Vine. Et du coup, naturellement, la question qu'on peut se poser, c'est après que Vine est fermé, qu'a décidé de faire Jérôme Jarre. Le 15 mars 2017, Jérôme Jarre lance un appel aux dons via Twitter sous le hashtag Turkish Airlines Help Somalia pour lutter contre la famine qui sévit en Somalie. D'ailleurs, plus d'1 million de $ seront réunis. Ou encore le 27 novembre 2017, en compagnie entre autres de Mr V, Omar Sy et DJ Snake, Jérôme Jarre se rend au Bangladesh. Le but étant de sensibiliser les gens au sort des Rohingyas, qui fut une épuration ethnique en Birmanie. Grâce aux réseaux sociaux, notamment Twitter, la Love Army, qui est le collectif qu'a créé Jérôme Jarre, interpelle le président turc Erdogan afin que celui-ci mette en place une aide humanitaire. Et plus de 2 millions d'euros seront récoltés. Ah, également, en 2019, il aurait joué dans le film Y a-t-il un youtubeur dans l'avion? Voilà. Un film d'ailleurs qui n'a pas été super apprécié, vu les notes qu'il s'est pris. Pas ouf. D'ailleurs, petite parenthèse, je me tâtais à le mater en live un jour juste pour voir un peu s'il est aussi pire qu'on le dit. Quoi qu'il arrive, si ça vous intéresse et si je le fais, ça se passera sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Et bref, malgré les 1 100 000 abonnés, sa dernière publication Instagram date du 7 juin 2022. Elle concernait la mission Love Army for Rohingyas et élément d'ailleurs intéressant, à la fin de ce post, il est écrit « J'apprécie vos gentils messages me demandant comment je vais. Je vais très bien et je suis plus heureux que jamais. J'aime cette vie vibrante en dehors des réseaux sociaux. Je souhaite à tous d'excellents moments à venir. » Et depuis ce 7 juin 2022, c'est le silence radio. Mais le point positif de ce silence, c'est qu'il est volontaire de sa part. Je pense qu'aujourd'hui, il veut juste se consacrer à temps plein dans les aides humanitaires et être loin des caméras. Et par moments, utiliser son influence pour récolter de l'argent. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais tout le monde ne veut pas rester jusqu'à la fin de ses jours créateur de contenu. T'en as dans le tas qui utilisent Internet comme tremplin, et j'ai bien l'impression que Jérôme Jarre l'a utilisé pour rendre ce monde meilleur. Bref, Jérôme Jarre, si tu vois cette vidéo, on te passe le bonjour. Là, on va parler d'une période incroyable sur YouTube. Une période où j'en fais souvent référence dans mes vidéos parce que je l'ai adoré. J'ai pas vraiment les mots pour vous exprimer à quel point j'ai pu aimer cette période de YouTube. Parce que YouTube était nouveau pour nous à ce moment-là. Et donc forcément, on avait des étoiles plein les yeux. Également, ce que j'ai beaucoup aimé à cette période, c'est le fait que les YouTubeurs n'étaient pas encore vus comme des stars. Les YouTubeurs sortaient juste des vidéos pour partager les moments cool qu'ils vivaient avec leurs amis ou en solo. Il n'y avait pas vraiment encore de métier, il n'y avait pas d'obligation ou de pression. Et donc la majorité des vidéos sortaient sans aucune contrainte. Alors, certes, aujourd'hui, ça a vachement évolué et je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Cependant, forcément, ma nostalgie ne peut m'empêcher de me rappeler que dans la même journée, je pouvais avoir une nouvelle vidéo de Diablo X9, Digidix, Monsieur le V12, Wartech ou encore une vidéo du youtubeur Bismode 3. Bismode 3, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont pas vraiment connu, mais il fait partie des premiers sur YouTube à faire des vidéos sur Call of Duty. Ce qui va plaire avec ce youtubeur, c'est son côté d'ailleurs décalé. Il est pas mauvais aux jeux vidéo, mais il est surtout bon dans le divertissement. Il va d'ailleurs créer une série de vidéos qui s'intitule Condensé, série qui va bien fonctionner, où le concept est simple, faire un montage sur des moments rigolos quand il joue. Et c'est d'ailleurs avec cette série de vidéos que j'ai pu découvrir Bismode 3. Cependant, Bismode 3 n'est pas comme les autres youtubeurs gaming, c'est quelqu'un qui va vite avoir l'envie de partager sa vie en vidéo. Et si au début, ce style de vidéo vlog était d'aller chercher le prochain Call of dans un magasin de jeux vidéo, et bien petit à petit, on va avoir de plus en plus de vlogs sur cette chaîne. Tout d'abord, des ouvertures de colis. J'ai d'ailleurs été surpris en voyant qu'en 2011, ce genre de vidéo se faisait déjà, mais également une série intitulée Crazy Trip, où le concept est juste de faire des vlogs en voyageant. Sauf que Bismode 3 va se lier de passion avec ce genre de trip et donc va de plus en plus voyager, mais sans le partager forcément à sa communauté. Ce qui fait que plus le temps va passer, moins il va faire de vidéos sur sa chaîne, du moins sur sa chaîne principale. Et oui, parce que depuis ses débuts, Bismode 3 a une seconde chaîne du nom de The Tall Theo. Et si le concept à la base était de faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec sa chaîne principale, et bien petit à petit, cette chaîne va devenir sa chaîne de vlog. Sauf qu'après une dernière vidéo sortie le 23 décembre 2018 sur cette chaîne de vlog qui le montre à Galway, ville d'ailleurs que personnellement je trouve incroyable et qui se situe en Irlande, vraiment si vous avez la possibilité d'aller en Irlande, visitez Galway. C'est trop beau. Eh bien, Théo ne va plus donner de signe de vie. Enfin, si, il va faire un petit thread sur Twitter où il explique qu'il a fait un virage à 180 degrés dans sa vie et qu'il avait réussi à faire en sorte de ne plus se prendre la tête avec YouTube, ce qu'il a d'ailleurs pas mal libéré. Il a également fait un podcast sorti le 10 octobre 2019 en compagnie de Nabil et Gurki
et il dit ceci. Je vais être pilote d'avion, mais ça se trouve, je vais me planter en cours de route. Je viens tout juste de commencer. J'ai commencé à 2 mois. Alors, qu'est devenu Bismode 3 ? A-t-il réussi à devenir pilote aujourd'hui? Compte-t-il revenir sur YouTube? Eh bien, après avoir fait les tests pour devenir pilote, selon mes petites recherches, depuis 2022, il est devenu ça. Voilà. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que voulaient dire ces termes, parce que je vous avoue, je m'y connais pas trop en aviation, j'ai donc demandé à des spécialistes des précisions sur les réseaux sociaux. Et donc, en gros, PPL, c'est licence de pilote privé, donc tu peux voler seul sur certains types d'avions. CPL, c'est la licence de pilote commercial, c'est le PPL, mais en gros, tu peux commencer à financer tes vols et à transporter de la marchandise, tout en étant rémunéré pour tes vols. Multi-IFR, ça veut dire qu'il peut piloter un avion à plusieurs moteurs en vol aux instruments, exemple dans les nuages, le brouillard, etc. Et CFI classe 4, c'est instructeur de vol débutant, et supervisé par un instructeur de classe 2 ou 1. Et donc, pour résumer, de ce que j'ai compris, je pense qu'il est en bonne voie pour devenir pilote. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Bismode 3 a l'air d'avoir réussi à atteindre ses objectifs de vie. Et je pense que c'est pas demain qu'il reprendra YouTube. Il a aussi un joli bagage, puisqu'il a fait des études de marketing pendant 3 ans à HEC, qui sont quand même les hautes études commerciales, hein. C'est pas rien. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai quand même envoyé un message à Théo sur Facebook afin de savoir s'il voulait passer un message aux gens qui regardent cette vidéo. Et pour le moment, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Mais ne vous inquiétez pas, si j'ai une réponse de la part de Théo, je vous la partagerai dans une future vidéo. Alors là, il y a 2 catégories de personnes qui regardent cette vidéo. Ceux qui connaissent les délires de Max et qui se disent « Oh bordel, putain, c'est vrai, ce mec, je l'avais complètement oublié. » Et ceux qui se disent « Mais c'est qui les délires de Max ?» Alors, vous savez quoi? Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître ce youtubeur, les délires de Max, c'est lui. Dans la vie, il y a un truc bien énervant qui nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Un truc encore pire que l'absence de chips dans le placard ou qu'une connexion internet qui rame. Ce truc, c'est l'insomnie. Oh, c'est fatigant. Ne me remerciez pas. Alors, perso, je vais dire que je suis pas vraiment la cible. Mais à l'époque, n'ayons pas peur de le dire, ce youtubeur avait beaucoup de succès. Des millions de vues par mois, plus de 200 000 abonnés pour un contenu type Squeezie de l'époque mélangé à de la cocaïne trempée dans du Red Bull. C'était quand même pas mal. Mais si maintenant je vous ai permis de vous rappeler de ce youtubeur, laissez-moi descendre dans l'iceberg des souvenirs. Vous souvenez-vous de Nadej Kandel? Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit du te challenge. Essayez de ne pas rigoler. Dites-vous que pendant l'écriture de la vidéo, j'avais complètement oublié son personnage féminin. Et du coup, en le voyant, ça m'a rappelé quand même une sombre période. Alors, Max s'est fait connaître dans une période où YouTube était en pleine émergence. Et vous en doutez, ce genre de contenu était pas mal critiqué. Par moi d'ailleurs, hein, je me rappelle que j'avais fait une vidéo qui dénonçait ses agissements. Salut à tous les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien. Par exemple, le fait qu'il crée des dizaines de comptes pour liker ses propres commentaires en dessous des youtubeurs connus, afin d'être mis en avant dans l'espace commentaire et gagner des abonnés. Oui, oui, je vous jure qu'à l'époque, juste en étant top commentaire, tu pouvais gagner des abonnés. Il y avait d'ailleurs plein de comptes YouTube qui avaient commencé à pop un peu partout, genre 100 000 abonnés sans vidéo, etc. Bon, après, pour sa défense, il avait moins de 30 000 abonnés. Il voulait être connu par tous les moyens. Avec du recul, c'est pas la catastrophe non plus. Mais sachez que ce qui va le faire percer, avant tout, ce sont ses podcasts. Aucune vanne. Alors, vous en doutez, on est très clairement pas la cible de ce genre de contenu. Ceux qui sont visés, ce sont les enfants. Mais soyons honnêtes, il a parfaitement géré son coup. Son côté décalé et hyperactif va lui permettre de gagner une grosse communauté. Des millions de vues par mois, des milliers d'abonnés. Quand on regarde sa chaîne actuellement, eh bien, il a plus de 650 000 abonnés sur la principale et plus de 350 000 abonnés sur la chaîne Nadej Kandel. Oui, dites-vous, cumulé, il a plus d'1 million d'abonnés. Mais du coup, peut-être que certains dans le tas, là, le faible pourcentage, se demandent qu'est devenu ce youtubeur. Continue-t-il d'être l'enfant hyperactif qui fait des podcasts et qui joue aux jeux vidéo? Eh bien oui. Actuellement, Max, en cumulant sa chaîne principale avec sa seconde chaîne, réalise en moyenne 6 vidéos par semaine. C'est dans la majorité du gaming, et si vous vous demandez s'il a changé son comportement, voici la réponse. Quoi? Non. Et moi, personnellement, je trouve ça fou en vrai de voir qu'il arrive toujours à garder une énergie comme ça, même après des années. Et là, c'est 100% honnête, je tire mon chapeau. Et même si ces deux chaînes ont perdu petit à petit en intérêt, eh bien, cumulé, on arrive entre 1 et 2 millions de vues par mois. Ce qui veut dire que rien qu'avec les revenus pub, eh bien, il continue toujours de vivre de ses vidéos. Et en vrai, je l'avoue, j'ai pas mal de respect pour lui. De voir qu'il a jamais lâché ces deux personnages depuis toutes ces années et qu'il continue de faire ce qu'il aime en divertissant sa communauté, vraiment, je tiens à le dire, chapeau. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, Max, je te dis bien joué, voilà, en espérant que tu continues à l'avenir. Si un jour, j'avais pensé, dans une de mes vidéos, dire ça, j'aurais crié au fake. Bref, maintenant, mesdames et messieurs, il est temps de passer à la personne qui m'a été le plus demandée.
Quand je vous ai demandé sur Instagram des noms de youtubeurs ou youtubeuses disparus, le nom qui est le plus souvent venu, c'est celui de Digidix. Digidix fait partie de la première vague de youtubeurs gaming en France. Mais au-delà des chaînes gaming qu'on pouvait trouver avec un contenu qui était toujours dans le même style, un commentary pendant qu'un gameplay était diffusé, un autre type de contenu va débarquer à partir de 2011 en France, les machinima. J'entends des bruits. Ce sont les contrôleurs. Je vous donne l'ordre de nettoyer la pièce. Terminé. Mais nous n'avons pas de produit à carreaux. Je lance Master Ball. Zizi violet. Le concept est très simple, venant des mots machine et cinéma, le machinima est le concept de prendre des passages d'un jeu et d'y apporter une histoire à sa sauce avec une narration. Et c'est à partir de cette période qu'une future légende de YouTube débarque, Digidix. Ce youtubeur est un phénomène, mélangeant du gameplay de Battlefield avec une histoire, tout en faisant des imitations de ses rappeurs préférés, tels que Booba, Lafouine ou encore Caris. C'est un contenu qui était nouveau pour l'époque, et surtout très bien réalisé. Alors certes, aujourd'hui, ça a un peu mal vieilli, ce qui est normal, puisque ça fait quand même plus de 12 ans que cette chaîne existe, mais si Digidix reste encore autant dans les mémoires, c'est parce qu'il a marqué beaucoup de viewers, dont moi, qui avait d'ailleurs à l'époque consacré une vidéo sur ce youtubeur. Aujourd'hui l'épisode sera court mais intense parce que je vais vous parler d'un youtubeur aux punchlines tueuses et crades. Coupé. Quoi? Bah c'était nul. Okay. Bonjour à tous, c'est Gibbs et aujourd'hui je vais vous parler de Digidix. C'est pas ouf. J'avoue. Mais à l'époque, ça avait son succès. Des vidéos à plusieurs millions de vues, une communauté très impliquée. Je prends pas beaucoup de risques si je vous dis que Digidix faisait partie des youtubeurs les plus respectés de France. Sauf que depuis le 3 novembre 2013, soit la sortie de la dernière vidéo sur sa chaîne et quelques tweets où il partage des photos de la Paris Games Week, c'est silence radio. Mais quand je dis silence radio, aucun message pour expliquer qu'il fait une pause ou qu'il arrête. Non. Il disparaît totalement. Tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi au moment où ça marchait le mieux pour lui, il a quand même une photo avec Kev Adams en fond, c'est pas rien. Pourquoi au moment où ça marchait mieux, il a arrêté de faire du contenu? Quand vous regardez en plus sa dernière vidéo, bah y a rien qui nous montre qu'il va arrêter. Sur Twitter, pas une seule fois, il fait référence à son arrêt sur YouTube. Alors pourquoi? J'ai une petite théorie à ce sujet et j'aimerais rapidement vous la partager. Depuis ses débuts sur YouTube, Digidix n'a jamais montré son visage. Son but était de rester simplement une voix. Sauf par moments où il se montrait en cagoule, mais on sentait que ce youtubeur ne voulait pas vraiment divulguer son identité. Mais ce qui s'est passé, vous allez voir, c'est vraiment être au mauvais endroit au mauvais moment. Lors d'un reportage de Cache Investigation, Élise Lucet fait un micro-trottoir en rapport avec le sujet de l'émission. Et à un moment, elle interroge 4 personnes dans la rue. Et ce n'est rien de plus que Digidix et ses 3 amis à visage découvert. De la malchance. Alors forcément, suite à ce reportage, beaucoup se sont questionnés sur l'identité de cette personne. Certains pensent que c'est Digidix, cette personne avec des lunettes et une veste bleue, d'autres disent que ce n'est pas lui. Eh bien c'est Digidix qui répond à cette question dans la description de sa vidéo qui s'intitule « L'humour est un masque fragile » où il dit « L'heure est venue mes soldats, la fin d'un secret, je suis démasqué, voici mon vrai visage ». Certains m'ont démasqué et m'ont vu passer sur France 2, je les félicite, je vous remercie de me faire confiance et de me suivre dans mon délire. Mais surtout, c'est à partir d'1 minute de vidéo qu'il décide de faire un face reveal pour faire taire les rumeurs. Suite à ça, il fera une apparition à la Paris Games Week où j'y étais d'ailleurs, j'ai pu faire une photo avec lui et je suis bien dégoûté parce que j'arrive pas à la retrouver alors que j'étais sûr de l'avoir au moins laissé quelque part sur les réseaux. Ouais bon, je voulais un petit peu me la péter mais finalement j'en aurais pas l'occasion. Et c'est seulement après 6 vidéos sorties en 17 mois que Digidix arrête YouTube. Ce qui est assez étrange dans cet arrêt, c'est que la dernière vidéo, c'est juste une bande-annonce qui annonce le retour du commandant et de son équipe. Donc en soi, c'est pas un au revoir, au contraire. C'est un rebonjour. Mais suite à cette longue pause, il annonce sur Twitter une vidéo qui expliquera les raisons de son arrêt sur YouTube. Et plus rien. Voilà. Il y aura seulement quelques tweets, mais plus aucun contenu ne sera partagé sur YouTube. Et c'est le 30 octobre 2014 qui postera son dernier tweet avant de disparaître à tout jamais d'Internet. Alors, bien entendu, on le verra de temps en temps like des posts sur Twitter qui parlent de lui. Également, il postera 2 tweets en 2016 parce qu'on avait hack son compte Twitter, mais sinon, plus rien. Dites-vous quand même qu'on est 9 ans après son dernier tweet et qu'on n'a aucune nouvelle de ce youtubeur. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Dites-vous forcément que c'est le youtubeur qui m'a pris le plus de temps dans mes recherches. Et je vais mettre directement fin au suspense. J'ai trouvé très peu de choses malgré mes heures passées dessus. Voilà. Alors, je veux quand même faire un petit disclaimer, je suis pas un hacker, donc vous en doutez, quand j'ai fait mes recherches, j'ai été forcément limité, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ceux qui sont les plus expérimentés pourront trouver des informations que j'ai pas. Bref, ce que j'ai fait tout d'abord, c'est d'écrire qui est devenu Digidix sur internet. Voilà. Peut-être que la réponse est sous nos yeux depuis le début. Et bon, non, sans aucune surprise, aucune réponse intéressante. Certains sur les forums qui font leur intéressant en disant qu'ils ont été au même lycée que lui, qu'il a redoublé 2 fois la seconde, qu'il était dans un lycée d'hôtellerie-restauration. Bon, en soi, rien de bien intéressant. C'est pourquoi j'ai décidé de chercher plus en profondeur. J'ai donc décidé d'aller sur les 2 réseaux sociaux qu'utilisait Digidix, Twitter et Instagram. Alors, tout d'abord, sur Twitter, j'ai rien trouvé de bien intéressant. Et c'est surtout sur Instagram que j'ai pu trouver des choses. Grâce à Instagram, j'ai réussi à trouver le compte de Nicolas, qui est un ami proche de Digidix, qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans quelques-unes de ses vidéos. Grâce à son compte, j'ai pu avoir son nom et son prénom, que j'ai tapé
sur internet et qui m'a donné quelques informations. Notamment le fait qu'il a bossé sur 3 films, Pat' Patrouille, Bob l'éponge et Astérix. Mais on le sait tous, pour trouver quelqu'un plus facilement, il faut faire ses recherches sur Facebook. J'ai donc trouvé le Facebook de ce Nicolas, qui donne d'ailleurs pas beaucoup d'infos, puisque je suppose, comme beaucoup, tout est privé, sauf une photo de couverture. Je clique dessus, et en regardant dans les likes, je trouve le compte privé de Digidix. Alors, c'est son prénom qui est affiché, hein, mais je pense que c'est un faux nom de famille. Voilà, au vu du nom, je le donnerai pas, je vais pas vous l'afficher, mais j'en suis sûr à 99,9% que c'est pas son vrai nom de famille. Maintenant, je voulais savoir si le compte privé de Digidix était toujours actif. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il utilise toujours ce compte, déjà de 1, pour savoir si c'est bien son seul compte privé, mais également savoir s'il est toujours vivant. Du coup, j'ai creusé encore plus pour avoir la réponse. J'ai donc continué mes recherches sur les proches de Digidix, et notamment sur Nicolas, puisque c'est la seule piste concrète que j'ai à l'heure actuelle. En faisant mes recherches sur Google, je me rends compte qu'il a une page Facebook pour partager ses modélisations 3D. Et quand je regarde ses likes, bon, tout d'abord, je retrouve Digidix, après c'était en 2016, mais surtout, je tombe sur le prénom d'une fille qui revient souvent. Alors, je m'intéresse à ce profil parce que je me dis, tiens, une fille qui like tous les posts de quelqu'un sur sa page Facebook, peut-être que c'est sa copine. Et en fouillant les photos, je me rends compte que c'est bien la copine de Nicolas. Et là, en fouillant un petit peu, je tombe sur une photo, celle-ci. Alors, j'ai tout flouté, mais on peut voir qu'il y a Digidix dessus. Et c'est tout. Voilà. À part cette photo de l'époque, rien de plus au final. J'ai quand même continué à fouiller pour peut-être trouver quelque chose d'autre. Et en effet, sur la photo précédente, tous les profils sont identifiés et par logique, ils étaient tous amis avec Digidix à cette époque. Et le sont sûrement encore aujourd'hui. J'en ai donc conclu qu'on peut peut-être trouver une photo récente de Digidix. Et non. Voilà. J'ai tout fouillé. Malheureusement, j'ai rien trouvé. Enfin, si, j'ai quand même trouvé quelque chose. Digidix a like la photo de profil de cette fille en 2021. Donc le compte était toujours actif à cette époque. Mais surtout, sur la photo avec sa bande de potes, on peut voir un mec qui était très proche de Digidix à l'époque, puisqu'on le voyait en vidéo. Et en fouillant son Facebook, je suis tombé sur sa dernière photo de profil qui date de mars 2022. Et dans les likes, on peut apercevoir Digidix. Et oui, mesdames et messieurs, la dernière activité de Digidix sur les réseaux recensée par moi-même, c'est en mars 2022. Et pour être parfaitement honnête, j'ai quand même eu l'impression d'être un super gros stalker sa mère quand j'ai fait les recherches. Aujourd'hui, j'ai carrément les numéros de téléphone de certains amis de Digidix. Et je me rends compte que je pourrais prendre des nouvelles en leur envoyant un petit message. Mais je me suis dit au moment de l'écriture de cette vidéo que si Digidix est parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles, peut-être qu'il ne voudrait pas qu'on aille harceler ses amis pour avoir de ses nouvelles. Logique. Et justement, maintenant, je vais en profiter pour faire un petit peu de prévention. Sur Instagram, j'ai pu apercevoir des comptes fans de Digidix qui espèrent qu'une chose, qu'il revienne. Et c'est pas un problème en soi. Au contraire, ça fait office de compte commémoratif. C'est plutôt un bel hommage. Sauf qu'il y a un problème. Sur un compte fan, j'ai pu voir que la personne qui détenait ce compte allait carrément parler aux amis Digidix en privé pour avoir des nouvelles. Et au vu des réponses, j'ai bien l'impression que ça les fait bien chier. Ce qui est d'ailleurs parfaitement logique. Comme le dit un commentaire d'un de ses proches, les gars, sérieusement, lâchez le truc. Un jour, faut avancer. Arrêtez de nous envoyer des messages avec la même question. Il revient quand? Juste parce qu'on connaît Digidix ou qu'on soit proche. Et puis même si on avait une réponse, ce serait pas à nous de la donner. Et tu te rends compte que ça donne aussi des millions de gens qui nous taguent, DM, etc. On peut pas s'amuser à tout bloquer, ignorer. On n'a pas que ça à faire, surtout qu'on n'a rien demandé. Désolé, mais je n'ai pas à vous transmettre ces coordonnées. Et quand on voit les réponses de ce compte fan, on se rend compte que le fanatisme va trop loin. On arrive à un point où cette personne ne se rend pas vraiment compte qu'elle entrave la vie privée de certaines personnes juste pour avoir un signe de vie. Alors que, d'après moi, si quelqu'un décide de partir et de ne pas donner de nouvelles, il faut respecter ça. Je sais que c'est dur, mais c'est ce qui fait aussi sa légende. Il est parti au moment où il le souhaitait. Et comme le dit un commentaire en dessous de sa dernière vidéo, cette chaîne, c'est comme un checkpoint de la vie. Ça fait 10 ans qu'il n'est plus là, et quand on retourne sur sa chaîne, la nostalgie nous rappelle à quel point on a aimé cette période de YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter le fait qu'il ne reviendra pas, et de garder en Digidix les souvenirs positifs qu'il nous a mis en tête. Là, par contre, j'ai vraiment l'impression que je parle de lui comme s'il était mort. Et bref, ce que je veux dire, c'est arrêter de harceler ses proches. C'est pas bien. Voilà. Regardez ces vidéos et commentez-les. C'est le meilleur que vous puissiez faire. Alors, je me suis tout de même permis de lui écrire un message sur ce compte Facebook privé parce que peut-être qu'il voudrait passer un petit message dans cette vidéo. Mais vous en doutez, j'ai eu aucune réponse pour le moment et tout comme Bismode 3, je vous tiendrai informé s'il donne un signe de vie. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une période sombre de YouTube, une période où l'onglet tendance avait vraiment un impact sur les vues et les abonnements, mais surtout une époque où les chaînes de top cartonnaient. Alors, si pour certaines chaînes de top, on avait une direction artistique et un univers qui représentait le youtubeur, je pense notamment à la chaîne Trash, Top 10 ou encore Duck7, pour Code4Land, c'était assez différent, puisque Code4Land faisait partie des créateurs de contenu qui s'en foutaient royalement de la création. Ce qui compte avant tout, c'était de faire du chiffre. Tout comme par exemple les chaînes de Univers du Top, Jericho ou encore La Mafachée. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la chaîne
chaîne de Code for LAN était un phénomène dans les chaînes de top. Quand vous regardez les statistiques, la chaîne réalisait en 2017-2018 plus de 10 millions de vues par mois. Dites-vous, plus de 4 millions de vues sur une vidéo où il est écrit « Si je n'avais pas filmé ma prof en train de faire ça, personne ne m'aurait cru » avec une miniature en verticale. 2017. Quelle période incroyable. Et surtout, cette chaîne arrivera à atteindre le million d'abonnés en mars 2018. Mais une grosse histoire autour de ce youtubeur va le faire disparaître de cette plateforme. Pour vous résumer rapidement, lors de live, Code for LAN proposait aux viewers de gagner des cartes cadeaux. Et non seulement, durant ses lives, il poussait ses abonnés, souvent mineurs, à lui envoyer de l'argent, mais en plus, les cartes qu'il offrait étaient toutes déjà utilisées. Suite à quelques vidéos, notamment celle du Roi des Rats et de Maxella, la chaîne de Code for LAN se fera bannir de la plateforme pour non-respect des règles de YouTube. Et suite à ce bannissement, on n'aura plus aucune nouvelle de Code for LAN. Mais du coup, vous vous demandez peut-être, qu'est-il devenu? Peut-être. Eh bien tout d'abord, sa seconde chaîne, qui s'est également fait bannir du nom de Forlan TV, sera débannie 2 ans après. C'est avec une voix calme qu'il explique son futur sur YouTube. Il veut saisir la seconde chance que YouTube lui a donnée et revenir plus fort que jamais. Une vidéo. Voilà, il va réaliser seulement une vidéo après son débannissement. Il n'est pas revenu plus fort que jamais, quoi. Et c'est après un ban de 4 ans, soit en 2022, que Code for LAN va retrouver sa chaîne principale. C'est dans sa vidéo du 22 janvier qu'il explique qu'il est de retour sur YouTube et qu'il compte bien tout déchirer. Un nouveau contenu, bien plus travaillé, avec plus aucune surréaction, le but étant de faire comme la chaîne Daily Dose of Internet, juste prendre des clips et les partager aux viewers YouTube. Et ça va bider. Mais pas un peu. Toutes les vidéos vont faire moins de 10 000 vues, ce qui est pas fou quand tu as près d'1 million d'abonnés, disons-le, mais surtout quand à l'époque tu tapais le million de vues facile. Et c'est après une dernière vidéo sortie sur YouTube le 12 avril 2022, donc seulement après 3 mois d'activité, que Code for LAN va disparaître de YouTube. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'en février 2022, il poste un tweet où il dit qu'il a l'impression que beaucoup d'utilisateurs partent de la plateforme et qu'il aimerait faire revenir YouTube à son prime. Alors, au cas où je le dis, c'est juste que le type de contenu, genre « regarde cette vidéo si tu as plus de 8 ans », bon, aujourd'hui ça marche plus trop, quoi. Disons-le. Cependant, sachez qu'aujourd'hui, Code for LAN est toujours actif, mais sur TikTok. On peut le voir faire le même type de contenu qu'il faisait sur YouTube, mais en format court. Et ça marche pas trop. Hein. Ces TikTok font entre 1000 et 3000 vues, et la chaîne peine à gagner les 10 000 abonnés. Cependant, ce qui est assez drôle, c'est que le youtubeur Nizey, qui à l'époque faisait de la critique, fait aujourd'hui exactement le même contenu en format shorts que Code for LAN. Sauf que Nizey surjoue encore plus. Laissez-moi vous montrer un extrait. Dans l'au-delà, ces chats attendaient leur tour pour entrer au paradis. Seulement, il y avait ce chat mal au point qui avait la bouche pleine de câbles. L'ange lui a demandé ce qui s'était passé. En fait, quand elle était en vie, ce chat était une mère et elle essayait de trouver de la nourriture pour que son chaton ne meure pas de faim. Ouais, je suis définitivement pas la cible. Eh bien, sachez qu'il réalise plus de 50 millions de vues sur YouTube par mois et qu'il a tapé la barre du million d'abonnés récemment, en faisant un mois à plus de 200 000 abonnés. Dites-vous quand même qu'il y en a qui pensent que YouTube Shorts flop. Et personnellement, je trouve cette étude très drôle de savoir qu'en faisant un contenu encore plus surjoué que Code for LAN, Nizey arrive à taper des records. Moi, perso, ça me fume. Après, peut-être qu'un jour, Code for LAN va retrouver son prime. En tout cas, pour le moment, c'est pas gagné. Si vous avez une chaîne YouTube entre 2010 et 2016 et que vous faisiez du gaming, vous avez forcément essayé au moins une fois d'apparaître sur une chaîne communautaire. Alors peut-être que beaucoup sont arrivés après cette période, ou peut-être même que certains dans le tas n'ont pas connu les chaînes communautaires, mais pour les youtubeurs, c'était un véritable tremplin. Alors le concept est très simple, tu fais une vidéo et au début de cette vidéo, tu mets l'intro de la chaîne communautaire. Après avoir fait ta vidéo que tu mets sur ta chaîne YouTube, tu l'envoies aux chaînes communautaires, qui acceptent ou non celle-ci. Et quand je vous dis que c'était un tremplin pour les youtubeurs, je pèse mes mots. Quand tu étais partagé par ces chaînes, tu pouvais rapidement gagner 1000, 2000, voire même 10 000 abonnés si la vidéo marchait bien. Et disons-le, gagner 1000, voire même 2000 abonnés d'un coup comme ça, quand t'es un petit youtubeur, ça booste de fou ta chaîne. Les deux chaînes les plus populaires resteront CodeQG, qui était une chaîne communautaire qui partageait essentiellement du Call of Duty. D'ailleurs, sur cette chaîne, on a pu y voir Wartech, Gotaga, Skyrose, en soi pas mal de noms que beaucoup connaissent aujourd'hui, mais également la seconde chaîne qui s'appelait la Play Comedy Club, qui était une chaîne communautaire qui partageait des vidéos gaming divertissement. Et également sur celle-ci, on a vu du beau monde, comme AmixM, Cyril MP4 ou encore Squeezie. C'est quand même fou quand on y pense de se dire que ces chaînes YouTube qui aujourd'hui ont des millions d'abonnés ont commencé en partageant leurs vidéos sur la Play Comedy Club ou encore CodeQG. Comme quoi, faut un début à tout. Et disons-le, ces deux chaînes à l'époque cartonnaient parce qu'on avait affaire à une sorte de cercle vertueux. Cette chaîne partage la vidéo d'un youtubeur, et la vidéo fonctionne, donc la chaîne communautaire gagne des abonnés, et ensuite l'auteur de la vidéo va aussi gagner des abonnés. Ce qui fait que tout le monde est gagnant. Les nouveaux créateurs le savent, et donc à leur tour vont essayer de passer sur ces chaînes pour gagner des abonnés. Mais malheureusement, et c'était à prévoir, le concept des chaînes communautaires va petit à petit perdre en intérêt. Et ces deux chaînes vont emprunter deux chemins totalement différents. Mais du coup, que sont devenues ces chaînes qui, à l'époque, tapaient des millions de vues? Parce que, bah, disons-le, hein, concrètement, aujourd'hui, on n'en entend plus du tout parler. J'aimerais tout d'abord vous parler de CodeQG parce que ça va aller assez vite avant de vous parler de la Play Comedy Club. Parce que, pour le coup, la Play Comedy Club a une histoire un peu plus dramatique. La chaîne CodeQG continue de faire des vidéos.
Voilà. Maintenant, cette chaîne se contente juste d'informer les fans de Call of Duty en donnant les news sur les futures mises à jour, les futurs événements, etc. Et si cette chaîne marchait encore pas trop mal en 2021, du fait que le Battle Royale de Call of qui s'appelait Warzone cartonnait, bah aujourd'hui, comme la licence Call of Duty perd petit à petit en intérêt, eh bien la chaîne qui parle essentiellement de ce jeu perd également d'intérêt. Ce qui va la faire d'ailleurs chuter en vue aujourd'hui. Là est toute la difficulté d'ailleurs quand tu te concentres sur un seul jeu pour faire ton contenu. Tu es essentiellement dépendant de sa popularité. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la chaîne continue tout de même de vivre. Ce qui n'est malheureusement plus le cas pour la Play Comedy Club, qui s'est vu sa chaîne supprimée en 2022. Comme le dit le gérant de la chaîne sur Twitter, c'est avec regret que nous annonçons la fin de la Play Comedy Club. Après de nombreuses années, l'ère des chaînes communautaires est terminée. Les internautes ne sont plus intéressés par ce type de contenu et les influenceurs n'en ont plus besoin pour se lancer. Avec les dernières régulations de YouTube, les internautes ont la possibilité de striker une vidéo en un clic. Certains ont retourné leur veste et demandé la suppression du contenu qu'ils avaient fièrement envoyé par le passé. Ce qui a eu pour effet de sanctionner la chaîne. YouTube a aussi annoncé que la monétisation des chaînes communautaires n'était plus possible. Il faut savoir tourner la page à un moment. Merci à tous pour ces années qui ont bercé notre propre enfance. On n'oubliera pas les débuts et tous ceux qui ont contribué à la chaîne. Forcément, si tu te prends des strikes pour droit d'auteur en plus de la démonétisation complète des vidéos, tu t'en doutes, la chaîne ne fait pas long feu. Et je vous avoue être un peu triste. Alors, pas forcément triste de voir ce genre de chaîne s'arrêter, parce qu'à partir de 2016, je trouve que c'était devenu vraiment pas ouf. Entre les vidéos pas forcément drôles et les miniatures assez putaclic, disons que la chaîne commençait déjà petit à petit à perdre en intérêt à cause de ce type de contenu. Mais triste de voir que la chaîne aujourd'hui n'existe plus du tout. Plus de 3000 vidéos balayées alors qu'elle a permis à pas mal de youtubeurs de démarrer. Je trouve ça un peu triste. Diablo X9, je pense que personne ne le sait vraiment, mais c'est le youtubeur dont j'étais le plus fan à ses débuts. Découvrant internet assez tardivement, puisque j'habitais à la campagne, Diablo X9 fait partie des premiers youtubeurs que j'ai découvert sur cette plateforme. Alors en soi, quand on regarde, c'était juste du gaming FPS avec souvent un joli score de kill. Étant dans l'époque où la FaZe Clan, qui était la plus grosse team de Call of, était à son prime, eh bien ça a incité davantage de youtubeurs à faire de même. Tout d'abord par pur kiff, mais aussi avec le petit espoir d'entrer dans cette team qui était quand même pas mal convoitée. C'est pour ça d'ailleurs que les montages sur les plus beaux kills avec une musique en fond étaient pas mal présentes à l'époque, parce qu'on voulait tous montrer ce qu'on valait. Mais bien entendu, je peux pas vous parler de Diablo X9 sans vous parler de la Adven, la team avec qui il était, qui était composée principalement de Sun, Playfan, Cruxy, Citizen, Husky et Diablo X9. D'ailleurs, à l'époque, elle s'appelait la A7X, et j'ai une petite anecdote à vous raconter parce que perso, je la trouve très drôle. J'ai commencé à jouer à Call of sur PC avec Black Ops 1. D'ailleurs, meilleur Call of ever, le seul Call of sur PC où il y avait des serveurs dédiés, ce qui fait que tu pouvais choisir ton serveur et aller sur des serveurs Only Sniper. Voilà, moi je trouvais ça incroyable. Et j'étais un énorme fan à cette époque de Avenged Sevenfold, qui est un groupe de métal. Et en gros, vous pouviez mettre des noms de clans sur le jeu, comme ça quand tu jouais avec tes potes, t'avais le même clan. Mais moi j'avais pas vraiment d'amis qui jouaient, donc du coup j'ai décidé de mettre en nom de clan A7X, parce que c'est le nom compressé de Avenged Sevenfold. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et j'étais en train de jouer sur la map WMD, c'est pour vous dire à quel point je me rappelle de ce moment. Et là, dans le chat textuel, je me fais insulter de sale suceur parce que j'ai mis le nom de clan de Diablo X9. Sauf que moi, à cette époque, je le connaissais pas ce youtubeur. Et bien sachez que suite à ça, je me suis informé de qui était Diablo X9 et j'ai découvert grâce à ce mec qui m'a insulté. Ah, je vous avais dit, l'histoire est incroyable. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Diablo X9, c'est le fait qu'assez rapidement, il va rendre sa chaîne multigaming. Certes, principalement, il y a du Call of et du Battlefield, mais de temps en temps, on va avoir un petit let's play pop sur sa chaîne. Et l'avantage qu'a Diablo X9, c'est qu'il a une voix qui est reposante, ce qui fait qu'on va avoir envie de regarder ces let's play, même s'il dure longtemps. On a un gameplay de fou furieux sur Black Ops d'un côté, mais de l'autre, on a un petit let's play sur Zelda, avec de temps en temps des vidéos de délire sur un jeu avec ses potes de la team Adven. Diablo X9, c'est quand même un mec qui a commencé avec Call of et qui se retrouve à interviewer Benzema ou encore Zlatan. Quand même, Benoît est une personne respectée dans le milieu de YouTube, mais malheureusement, il va se passer des imprévus qui va avoir un impact sur son futur. Le 5 février 2015, Diablo X9 sort une vidéo qui s'intitule Découverte Dying Light, qui est, comme il est écrit dans le titre, une vidéo découverte du jeu Dying Light. Et c'est après cette dernière vidéo qu'on ne va plus avoir de signe de vie de la part de Diablo X9. Et genre, aucune raison. Du jour au lendemain, stop. Bon, en vrai, la pause a duré 9 mois. Alors, ça paraît rien dit comme ça, mais quand tu postes régulièrement du contenu et que du jour au lendemain, pendant 9 mois, tu postes rien, je peux t'assurer que pour les viewers, c'est beaucoup. Dans sa vidéo qui s'intitule Le vrai retour, il explique qu'il a perdu son père. Et suite à ça, forcément, c'est quand tu es le plus vulnérable que YouTube peut t'achever. Et c'est ce qui va se passer avec Benoît. Ce décès l'a rendu vulnérable et toutes les critiques contre lui l'ont poussé à se protéger et à se mettre dans sa bulle. Mais il explique que maintenant, il est prêt à repartir comme jamais, à balancer du nouveau contenu, quelque chose de rafraîchissant. Bon, malheureusement, seulement après 37 vidéos partagées entre novembre 2015 et avril 2017, soit un peu plus d'un an, Diablo X9 va de nouveau ne plus donner signe de vie. Dites-vous qu'il a même pas terminé son let's play sur Zelda. Il s'est arrêté d'un coup comme ça, sans raison. Mais
qu'est devenu Diablox9 aujourd'hui. Alors, je me devais d'en parler parce que beaucoup m'ont énoncé son nom sur Instagram quand j'ai parlé des youtubeurs disparus, mais il y a une actualité sur Diablox9 il y a 4 mois de ça, puisque non seulement il a été l'invité de Gotaga lors d'une soirée en compagnie de Wartek et Code Jordan, disons-le d'ailleurs, cette soirée a foutu des frissons de nostalgie, mais également il a réalisé une interview sur la chaîne de Zach Nani qui s'intitule Zach en roue libre. D'ailleurs, il explique que ça a été plus ou moins une erreur de penser qu'il pouvait revenir sur YouTube en 2015 sans se poser de questions alors qu'il était dans une phase très compliquée de sa vie. Mais surtout, que de sa pose à aujourd'hui, il a vécu une traversée du désert. Il explique qu'il n'a pas vécu grand chose professionnellement et qu'il s'est laissé vivre durant toute cette période. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi revient-il d'un coup comme ça? Y a-t-il une explication? Eh bien, Zach lui a demandé et je crois qu'on peut pas faire plus simple. Je le fais probablement autant pour les gens qui nous regardent que pour moi. Je pense que toutes ces dernières années, il n'y a pas un jour, je pense pas à DX9 ou YouTube en général et ma commu. Ouais. C'est une manière pour moi de me prouver que je peux le faire. C'est une manière pour moi de montrer aux gens que j'y tiens toujours, je tiens toujours à eux, et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et que j'ai mis en ligne sur YouTube, c'était sincère. J'aurais pas la confiance et surtout l'envie de décevoir les gens en vous disant retour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment un moyen pour moi de baigner un petit peu là-dedans, de reprendre un petit peu mes températures. En fait, il explique qu'il pense tous les jours à YouTube, qu'il a peut-être dans l'idée d'y retourner, mais finalement, quand on l'écoute, bah, il ne dit pas clairement qu'il va revenir. Alors, de mon point de vue, j'ai un peu cette impression qu'il a voulu tâter la température, voir si son retour n'allait pas être mal pris pour peut-être revenir en étant moins angoissé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au vu des retours, beaucoup espèrent qu'il revienne sur cette plateforme. C'est en 2015 que la chaîne YouTube Les Questions Cons poste sa première vidéo. Le but d'Hugo, le youtubeur qu'on aperçoit, est de voir combien de temps ça lui prendrait de se taper toutes les lignes du métro parisien. Alors, ça a l'air de rien comme concept, mais en 2015, cette chaîne a été un carton immédiat, avec 10 000 abonnés le premier mois, 100 000 en moins de 4 mois, et le million atteint en un peu plus d'un an. Les Questions Cons, c'était aussi les 10 mois pourquoi, autre concept de la chaîne dans lequel Hugo répondait à des questions cons d'abonnés, mais cette fois-ci en mode un petit peu plus chill. On apprend d'ailleurs par la suite que Les Questions Cons, c'est un collectif de 4 youtubeurs, avec Hugo, de la chaîne des Questions Cons, Jonathan de la chaîne Maintenant Tu le sais, Ludovic de Film et Union, et Franck de la chaîne Salut Franck. À eux 4, ils forment le collectif Le Tatou. Ils avaient d'ailleurs ouvert une chaîne nommée Le Tatou dans laquelle ils montraient leur quotidien dans leur entreprise. Mais elle a été petit à petit laissée de côté. D'ailleurs, ils ont changé de nom en L'Ancien Tatou. Et la raison est très simple, c'est tout simplement parce que tous les concepts ont été regroupés dans une seule chaîne, celle des Questions Cons, renommée Le Tatou. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, je trouve que c'était plus ou moins un mauvais move de renommer la chaîne, sachant que Les Questions Cons était une chaîne qui quand même cartonnait pas mal. Voilà, je sais pas quel est votre avis dessus. Je ferme la parenthèse. Mais comprenez bien que le collectif Le Tatou, c'était pas moins de 10 chaînes. Finalement, ils ont décidé de fusionner les lignes éditoriales de 8 de ces chaînes pour n'en avoir plus qu'une. Donc, si vous ne le saviez pas, Les Questions Cons, c'était pas que Hugo. Voilà. Je pense que beaucoup de gens le savaient. D'ailleurs, petite fun fact, est-ce que vous saviez qu'en parallèle de la chaîne Les Questions Cons, Hugo avait ouvert une chaîne en compagnie de Code Jordan qui s'appelait Les Questions Cons Gaming? Voilà. Pour être parfaitement honnête, moi-même je le savais pas avant de faire mes recherches. Bref, ceci étant dit, le collectif a regroupé l'ensemble des concepts sur la chaîne principale, et tout semble se passer pour le mieux. Il y a même un gros changement annoncé le 13 février 2019, car ils ont décidé de louer un hangar pour faire des questions cons plus importantes et sur un rythme assez soutenu d'une vidéo par mois, en plus des autres concepts. D'ailleurs, en parlant des autres concepts, un nouveau est posté sur la chaîne le 6 mars 2020, et qui s'intitule « On affronte l'une de nos peurs ». Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit quand on parlait de Jigme, que c'est pas le seul youtubeur qui a dû stopper à cause du Covid? Eh bien, cette vidéo a été la dernière postée sur leur chaîne durant les 3 dernières années à cause du Covid. Et je le sais car ils ont fait leur retour il y a 5 mois dans une vidéo où ils expliquent tout ce qui s'est passé. Et ils expliquent tout simplement dans leur vidéo qu'ils avaient pas mal de formats prévus en extérieur et à l'étranger et que le confinement ne les a pas aidés à gérer tout ça. Ils avaient signé 2 séries de documentaires avec France Télévisions dont ils ne faisaient pas rien durant leur absence. Mais ils bossaient plus en tant que boîte de prod qu'en tant que youtubeur. Et le pire avec cette histoire de Covid, c'est qu'ils ont eu un choc de bonne idée et qu'ils étaient remotivés à bloc. Et que le fait que la crise mondiale soit arrivée d'un coup, ça a été pour eux très dur de se relever. Le hic dans tout ça, c'est qu'ils n'ont quasiment rien dit pendant leur absence. Et ils l'ont même reconnu dans leur vidéo de retour. Ça a été leur plus grosse erreur. Du coup, dans la vidéo de retour publiée il y a 5 mois, ils se disaient contents de reprendre les vidéos, mais ils parlaient aussi de leur peur de reprendre. Ils étaient même prêts à s'en prendre plein la figure dans les commentaires et ils l'auraient compris. Alors, il faut savoir que cette peur, elle est souvent présente chez tous les youtubeurs qui font des pauses, même à partir d'un mois, on a toujours peur de revenir. Et on sait pas pourquoi. C'est un peu cette peur que les gens nous ont oubliés ou que les gens maintenant nous détestent parce qu'on leur a pas donné du contenu pendant une certaine période. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de Hugo, John, Ludo et Franck? Hugo a ouvert sa propre chaîne en parallèle du tatou, Hugo Coffee. Le but était de faire des concepts à lui qui ne plaisaient pas nécessairement au collectif. De la musique, un concept se rapprochant pas mal du concept Dis-moi pourquoi, dont on a parlé tout à l'heure. Et cette chaîne est malheureusement inactive depuis le 11 juillet 2021. Mais il est également sur Twitch, où là il est bien plus actif puisqu'il fait régulièrement des lives. Donc n'hésitez pas à le suivre.
si vous êtes curieux. À côté, Ludo avait ouvert sa propre chaîne YouTube en 2018. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il cartonne quand même pas mal. Il a plus de 350 000 abonnés et son but est de faire découvrir des métiers en vidéo. Il est d'ailleurs toujours très actif dessus. Franck a lui aussi ouvert sa chaîne en 2018. Il a posté une vidéo de présentation en teasant une série de vidéos. Et puis au final, il fera qu'une seule vidéo. Voilà. Ça arrive, hein. Des fois, quand on se lance dans des projets... on peut vite abandonner. Et pour terminer, John a décidé de quitter le crew. Il est aujourd'hui parti au Canada et travaille pour un journal. Le crew est donc de retour depuis quelques mois et même si pour le moment les vues ne sont pas comme à l'époque, on leur souhaite un bon retour. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer. En effet, c'est pas des youtubeurs qui ont disparu du jour au lendemain, mais je partais du principe que quand on fait une aussi grosse pause et qu'on revient d'un coup, bien souvent on n'est pas informé quand les personnes reviennent. Donc prenez ce passage-là comme avant tout de l'information, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant que les questions co étaient revenues. Voilà, je vous en prie. Et bref, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Alors bien entendu, il y a tellement de youtubeurs et youtubeuses dont j'aimerais vous parler. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose. Il n'y a pas eu de youtubeuse dans cette vidéo, mais soyez rassurés, hein, dans ma future vidéo, il y aura davantage de youtubeuses. C'est juste que les youtubeuses que j'avais trouvées au moment de l'écriture de la vidéo, bah c'était pas très intéressant. Et donc j'ai remplacé par des youtubeurs que je connaissais. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Également, il n'y a pas eu énormément de youtubeurs non plus. Hein. J'ai essayé de faire le plus possible tout en gardant un format assez digeste. Hein. Je voulais pas que ça dure 1h30. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire des noms de youtubeurs ou youtubeuses. Voilà, si vous voulez que je fasse quelques recherches, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je le ferai pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite bien entendu à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. J'ai également une chaîne secondaire. Voilà, je poste régulièrement des vidéos dessus. Abonnez-vous. N'hésitez pas également à télécharger Uniconverter. Voilà, je les remercie encore une fois pour collaborer avec moi pour faire cette vidéo-là. Les réseaux sociaux sont en description si vous voulez être informé quand je balance des vidéos, notamment Instagram. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là. C'est le réseau social que j'utilise le plus. Bref, mesdames et messieurs, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.